Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Pierre, je m'appelle Dao Woutring. Je suis un channel manager pour SonicWall. Et aujourd'hui, effectivement, la thématique est une thématique qui est forte à l'entreprise, puisque nous avons accès, depuis notre détachement de Dell, notre communication et notre développement autour de trois thématiques importantes, qui sont celles autour des ransomware, celui autour des malwares, et effectivement le dernier point est celui du flux chiffré, qui correspond à l'actualité du marché en ce moment au niveau de toute la problématique de la sécurité informatique. Donc, quelques mots sur SonicWall. SonicWall, entreprise créée en 91, donc plus de 25 ans d'existence. C'est une société qui à l'heure actuelle, est positionnée sur la sécurité des entreprises, et notamment une société qui est numéro 1 mondial sur la tranche des 0 à 500 users, donc plutôt la PME du SMB, Small Medium Business, sur laquelle on est clairement premiers mondiaux en termes d'unités vendues et d'unités déployées. On protège actuellement plus d'1 million de réseaux, et cette société travaille uniquement en indirect depuis le début de sa création. Donc on a plus de 1000 sociétés partenaires dans le monde qui sont Gold. Et à l'heure actuelle, on a à peu près bloqué, on estime, on bloque à peu près 4,7 milliards d'intrusions chaque jour. Sur le marché français, donc on travaille avec des distributeurs tels qu'ACTN, et nos références sont dans les ministères, dans les collectivités, dans la santé, la grande distribution, les opérateurs, et l'industrie et la finance. Donc vous retrouvez sur ce slide les entités avec lesquelles on a travaillé directement par le biais de partenaires pour protéger leur réseau. Donc, les trois thèmes dont je vous parlais en introduction sont le trafic chiffré, le malware et les ransomware. Pour ce qui concerne le trafic chiffré, donc vous savez que maintenant, on estime à peu près à plus de 60% le trafic chiffré sur Internet, notamment grâce à Google, puisque chaque utilisateur a l'opportunité de chiffrer son flux. Et à partir du moment où le flux est chiffré, entre l'utilisateur et les données, il est très difficile pour un firewall classique de savoir ce qui se passe. D'accord? Puisque le firewall à ce moment-là se doit de déchiffrer le flux en se substituant au certificat qui est émis par Google. Donc dans ce cadre-là, nous, depuis quelque temps, on a une fonctionnalité qui est désormais intégrée dans nos firewalls directement, qui était une option à une époque et qui maintenant, à partir de quelques mois, est intégrée directement dans notre licensing, qui s'appelle le DPI SSL. D'accord? Pour certains qui utilisaient nos produits et qui achetaient nos produits, et qui l'avaient vu en option, sachez qu'il est intégré maintenant, et le DPI SSL a pour unique fonction de déchiffrer le flux chiffré par l'utilisateur et par les serveurs de Google, par exemple. Et le DPI SSL est une option qui va permettre de faire ce qu'on appelle un man in the middle, qui va donc se substituer au certificat qui se trouve en bout de tunnel, et qui va réémettre le certificat à la fin de la session. Tout ça pour entrer dans le flux chiffré et pouvoir faire toutes ces analyses qui sont obligatoires pour voir si le trafic est malveillant ou pas. Voilà, donc vous voyez cette animation qui vous explique comment fonctionne le DPI SSL. D'accord? Donc le firewall se charge donc de déchiffrer le flux en se substituant au certificat. Donc c'est une technique qui est utilisée depuis bien longtemps, notamment par des pirates, mais que nous on utilise pour déchiffrer un flux, et c'est ce que font la plupart des firewalls de cette génération-là.
pourquoi un tel engouement autour du déchiffrement du flux pour les constructeurs tels que Sodecall? C'est qu'on a observé depuis à peu près 2 ans que les flux étaient de plus en plus chiffrés et comme je vous ai dit en introduction, 62% du trafic web est chiffré en SSL. Ça veut dire qu'un firewall, on va dire classique, qui n'aurait pas cette option, n'est pas du tout en mesure de faire toutes les analyses et d'appliquer tous les filtres de sécurité sur ce type de flux. Le malware, donc vous connaissez tous le malware, qu'on nomme en français logiciel malveillant. C'est un programme qui est développé dans le but de nuire à un service informatique sans le consentement de l'utilisateur et dont l'utilisateur est infecté. Ce qu'on appelle virus maintenant, en fait, c'est fait pour désigner tous les logiciels malveillants. Et les malwares donc, vont par eux-mêmes et par définition englober les virus, les vers, ce qu'on appelle les worms en anglais, les trojans, les chevaux de Troie et toutes les autres menaces. D'accord? Donc, dans le terme malware, on va englober donc ce qu'on appelle les virus que vous connaissez et notamment les chevaux de Troie qui sont connus pour leur réplicabilité. Le problème d'un malware, à l'heure actuelle, qu'on a observé, c'est que vous pouvez avoir des malwares dormants. C'est-à-dire que l'utilisateur va aller sur un site douteux, va télécharger un .exe qui est un malware, et la signature de ce malware semble être correcte. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut être programmé pour changer au bout d'un an. C'est ce qui est arrivé, je ne sais plus, dans une unité du CNRS. Ils avaient téléchargé un fichier, le fichier a été entreposé dans un des serveurs du réseau du CNRS, et au bout d'un an, il y a eu un programme, le malware a été programmé pour aller chercher une nouvelle signature à l'extérieur, il a modifié sa signature, ce qui fait qu'il n'était plus du tout reconnaissable. D'accord? Donc du coup, ça va générer la transformation d'un fichier qui va après, au bout d'un an, se propager au sein du réseau. Donc là, vous avez l'exemple concret d'une modification de signature. Et du coup, voilà, par cet exemple-là, on a observé qu'au bout de quelques minutes, le virus était capable de changer complètement sa signature et pour se mettre en action et pour aller faire ses actes malveillants. Alors, autre point qui est intéressant que l'on a observé, c'est une professionnalisation des pirates. On imagine toujours que les pirates sont des gens un peu geeks, des adolescents qui sont en quête de reconnaissance, qui ont envie d'attaquer des sites pour gagner un peu de notoriété, éventuellement avoir des gains financiers. Pas du tout. Maintenant, il existe des kits de formation, des kits payants, qui vont permettre à des gens qui ne sont pas du tout des experts en informatique de générer des malwares et des ransomware. Et la professionnalisation des pirates est très impressionnante dans le sens où vous avez de la vente de formation en ligne, vous avez des kits de formation, vous avez des niveaux de certification et vous avez même du support associé au kit que vous avez acheté. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez un exemple de formation en ligne qui est proposé avec tout type de paiement possible. Donc évidemment, ce type de formation est international. Souvent, on va retrouver ça dans des pays dont la législation est, on va dire, moins maîtrisée que dans des pays de l'Europe, par exemple. Donc, vous allez avoir beaucoup de formations qui vont être générées dans des pays comme la Russie, des pays comme la Chine, l'Ukraine, où effectivement la loi française a peu d'impact pour arrêter ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que vous avez des outils disponibles de tous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans leur reconversion professionnelle, décident de devenir des pirates professionnels. Donc là, vous avez l'exemple de tarifs, si ça vous intéresse. Et vous pouvez même choisir différents types de niveaux de piraterie. Ça va d'un niveau basique
jusqu'à un niveau élite, voire master. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une professionnalisation de la piraterie informatique. Comme je dis toujours, le contexte de guerre à l'heure actuelle a changé. C'est-à-dire que même si on est plutôt dans une période de paix, la guerre peut toujours être présente sous différentes formes. Donc on va avoir des guerres stratégiques, on va avoir des guerres politiques, des guerres économiques, et la cyberguerre est une forme de guerre qui est très contemporaine. Par définition, donc on va retrouver les ransomware. Donc les ransomware, je pense que tout le monde est un peu au courant de ce que ça représente, mais il est bien de redéfinir les choses parce que vous, par rapport à vos clients, voilà, si un client vous demande que faire par rapport au ransomware, voilà, avec ce type de vocabulaire, on peut arriver à une discussion d'expertise pour comprendre ce qu'est un ransomware. Donc en français, c'est un rançongiciel. C'est un logiciel qui va, par définition, prendre en otage les données personnelles. Et pour cela, le ransomware va chiffrer les données personnelles et par la suite demander au propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de déchiffrer ce chiffrement qui a crypté vos données. Il va se diffuser principalement par une pièce jointe qui est infectée dans un email, par exemple une facture, un CV, ou via un téléchargement. Il implique souvent un fichier de taille réduite, qui fait souvent moins de 10 mégas, pour en faciliter la diffusion. Une fois que l'on ouvre ce fichier, il va chiffrer automatiquement les données personnelles du utilisateur avec une clé secrète, qui est stockée évidemment dans le serveur des pirates, et par la suite, les émissaires demandent une rançon, qui est généralement payable en bitcoin, d'accord, donc une monnaie qui est non traçable, et pour les rendre ou pas à nouveau accessibles. Généralement, le message d'alerte va indiquer un compte à rebours de 72 ou 100 heures qui va menacer de supprimer les données si la rançon n'est pas payée et qui indique que le prix pour le décryptage va augmenter si la rançon n'est pas payée. Voilà. En gros, c'est la définition d'un ransomware. Si on regarde l'historique des ransomware, finalement, on se rend compte que c'est un phénomène qui est relativement récent, dans le sens où, même si les premiers ransomware sont apparus en 2005 et qu'on en a vu quelques-uns en 2012, on voit bien que depuis 2013, l'accélération est bien constante et présente sur le développement des ransomware au niveau du marché. Donc là, on va retrouver tous les noms des ransomware connus. Je lisais il n'y a pas longtemps qu'il y avait un ransomware low cost qui était sorti, donc un ransomware qui se propage évidemment de manière volumétrique plus importante que les ransomware type pointu. Et voilà, toutes les formes sont possibles maintenant sur ce type de logiciel malveillant. Le plus répandu en 2016, c'est évidemment Loki, puisqu'on a 500 millions de ransomware Loki qui ont été analysés. Rien que sur une année, par trimestre, on a observé une accélération du nombre de ransomware. D'accord. Et je pense que le fait du développement de la professionnalisation via les kits pour les pirates a certainement aidé à cette croissance des ransomware. Et rien que de 2015 à 2016, on a un ratio de 167 sur le nombre de ransomware développés et détectés, qui est énorme. Alors l'exemple de message qu'on va retrouver sur la diffusion de ransomware, ça va être effectivement donc ce type de message avec des factures en pièces jointes. Vous avez également ce type de message qui est assez commun, hein, donc avec une facture en pièces jointes. En gros, le ransomware, c'est un peu ce qu'il y avait à l'époque avec les virus, mais avec une finesse, on va dire, plus pointue sur le social engineering, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ciblé. Par exemple,
moi j'ai le cas d'un client qui est une filiale de Total qui s'est fait affecter par un ransomware avec une opération qui s'est déroulée sur plusieurs semaines où les pirates ont incorporé le mail d'un collaborateur de cette entreprise avec ce type de message qui demandait à ce qu'il y ait un versement, parce qu'ils étaient au courant qu'il devait y avoir le paiement de fourniture en Amérique du Sud. Et comme c'était bloqué à cause de certains problèmes administratifs, il y a eu en cours de route un pirate qui s'est inséré dans la conversation, qui a mis en copie un collègue, donc il obtenait une caution morale. Le collègue, dans le doute, n'a pas réagi. Il demandait dans ce mail de changer les modalités de paiement parce que, effectivement, vu les latences administratives qui étaient causées par des divergences légales entre la France et l'Amérique du Sud, une solution avait été émise sur le fait de devoir changer les modalités de paiement. Évidemment, c'était un ransomware accompagné d'un social engineering. Et au début, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont été dubitatifs parce que il ne devait pas se produire ce changement de coordonnées. Et avec la persistance du pirate, le fait qu'il ait mis en copie une adresse réelle de l'entreprise, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, il y a une personne de la comptabilité qui a dit bon, je vais faire l'opération parce que voilà, ça traîne depuis trop longtemps, dans le doute. C'est-à-dire que même si elle se doutait qu'il y avait quelque chose, elle l'a quand même fait parce qu'il y avait une caution technique et une caution morale, et bim, le ransomware s'est propagé. D'accord. Donc évidemment, ils avaient tout un système d'opéra qui ont permis d'isoler le poste, etc. Mais voilà, même si au départ, vous pouvez avoir un mail suspicieux, le fait qu'il y ait un retour derrière, que c'était pas un robot, que visiblement il y avait une personne à l'autre bout de la chaîne, ça peut à un moment toucher, on va dire, le maillon faible de la chaîne, et une personne peut faire une erreur. Et il suffit d'une personne pour diffuser un ransomware. Voilà, vous avez le mail classique Free que vous devez recevoir avec la facture Free Mobile, la banque, le mail de la banque. Voilà, vous avez toutes sortes de mails qui vont être l'initiateur, un initiateur crédible de la diffusion du ransomware. Donc un exemple de demande de rançon, donc là c'est en anglais, donc vous avez le logo du FBI dessus. Moi-même, j'ai été victime d'un ransomware il y a quelques années déjà. J'avais eu ce mail, je crois que c'était un mail de la gendarmerie qui m'avait été envoyé. Donc moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de formater quand même mon disque dur. Donc voilà, effectivement, voilà, c'est ce type de mail que j'ai reçu. Donc là, vous avez la version française de la demande de rançon. Donc le constat en France en 2016, en tout cas, c'est qu'une entreprise sur deux a été victime de ransomware. Un tiers de ces entreprises n'a pas récupéré ces données. D'accord. Et quand on sait que l'information, les données de l'entreprise, c'est le patrimoine de l'entreprise, vous imaginez bien les répercussions que cela entraîne. La moitié des entreprises françaises qui ont payé, la moitié des entreprises françaises ont payé la somme demandée. Et c'est un jeu dangereux puisque un tiers d'entre elles n'ont jamais pu récupérer leurs données, alors que certaines ont dû débourser jusqu'à 300 000 € pour pouvoir les récupérer. Donc souvent la gendarmerie déconseille de payer pour ne pas encourager les pirates, sachant qu'on a souvent observé que les entreprises qui ont payé ces rançons se sont vues dans les 6 mois après victimes à nouveau de ransomware. Le dernier point, c'est un sujet qui est très à la mode également, qui est ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT pour ceux qui parlent anglais, l'IoT. Donc l'IoT, on l'a vu se développer notamment sur les malwares dédiés aux téléphones
de type Android. Et la problématique de l'Internet des objets, notamment sur les data, c'est à partir du moment où vous avez un objet connecté, donc ça peut être effectivement tout ce qui concerne la domotique dans le cadre d'une maison, une voiture, un téléphone portable. Voilà, on peut, par le fait de prendre le contrôle sur ces objets-là, utiliser le rebond pour soit attaquer d'autres objets, d'autres sites, ou tout simplement prendre le contrôle de ces objets-là. Alors des exemples d'attaque IoT, il y en a plein sur Internet. Les deux qui me viennent à l'esprit, c'est, alors il y en a, on va dire, il y en a même trois. Le premier qui est un des plus connus, c'est Stuxnet, qui est un logiciel malveillant qui ont été développés par des armées étrangères pour prendre le contrôle des systèmes de refroidissement des usines nucléaires iraniennes. Donc on peut dire que c'est quand même une attaque assez grave. Le deuxième, c'est, je crois que c'est Jeep. Une personne a démontré qu'elle pouvait prendre le contrôle d'une voiture de la société Jeep qui avait connecté son véhicule à Internet pour pouvoir utiliser tous les services liés à Internet, puisque maintenant beaucoup de véhicules ont la possibilité de se connecter à Internet. Et le troisième exemple que je vais citer, c'est une personne qui a pris le contrôle d'un moteur d'une aile d'avion pendant un vol. Donc là, ces exemples-là, vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc la menace du contrôle des objets interconnectés est bien concrète. Et l'exemple, on va dire, le plus parlant en France, c'est OVH qui a vu un botnet prendre le contrôle des 145 000 caméras connectées qui était la possession de la société OVH, donc l'hébergeur très connu, et qui a permis effectivement de rebondir sur d'autres systèmes au travers des 145 000 caméras. On va pas faire la pause. Donc nous, SonicWall, évidemment, on est très pointu sur ces aspects-là de la cybercriminalité. On a sorti un report annuel sur les contextes de cybercriminalité actuelle. Donc ce report, malheureusement, est en anglais, mais il résume très bien, il est accessible, il résume très bien l'observation que nos équipes ont faite du contexte de cybercriminalité que l'on vit actuellement. Et à cela, on a quelques bonnes pratiques à apporter en réponse de ce contexte-là, qui sont les suivantes. Donc la première bonne pratique, c'est effectivement de sauvegarder vos données le plus possible, avec moi je dis l'obligation de faire une copie indépendante du réseau, d'accord. Et il faut tester régulièrement ces sauvegardes. D'accord, ça c'est primordial. Donc vous pouvez faire des sauvegardes en ligne évidemment, mais une sauvegarde indépendante du réseau sur un disque dur indépendant, ça me semble être obligatoire. Le deuxième point, hein, qui est toujours le même depuis 20 ans que ça existe, c'est de sensibiliser, c'est de former les salariés à la reconnaissance d'un faux email, d'accord, ce qu'on appelle un phishing. Lorsqu'ils reçoivent un email, voilà, comme les exemples que je vous ai mis dans ma présentation, il faut leur indiquer qu'ils ne doivent pas ouvrir les pièces jointes et qu'en cas de doute, se référer directement aux spécialistes de la sécurité qui a dans l'entreprise ou auprès du partenaire qui a installé les systèmes de sécurité. D'accord. L'exemple de la fièvre Total qui s'est faite pirater est un très bon exemple, c'est que dans le doute, il y a des gens qui voilà, vont quand même cliquer, même s'ils savent qu'il y a un danger derrière. Donc ça c'est le deuxième point. Donc prenez garde aux mails qui semblent être bizarres, des utilisateurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, et dont le poste a certainement été infecté et qui génère automatiquement des emails. Donc premier point, sauvegarder les données. Deuxième point, sensibiliser et former les salariés. Donc, le partenaire peut très bien le faire, voilà, dans le cas d'un transfert de compétences, aller voir le client et
demander à rassembler les salariés pour les former à la reconnaissance du phishing. Important, mettre à jour régulièrement les systèmes d'exploitation, Windows Update, mettre à jour les applications et mettre à jour effectivement les antivirus. Pour regarder cette mise à jour de Microsoft, vous voyez que vous avez même une mise à jour SonicWall qui est indiquée dans la mise à jour de Microsoft. Alors, une autre bonne pratique, c'est changer régulièrement les mots de passe complexes, en mots de passe complexes. Alors, je sais que c'est difficile, la fainéantise humaine fait que tout le monde ne change pas les mots de passe parce que c'est très pénible, parce que derrière ça, il faut s'en rappeler. Donc, créer des sortes didacticiels pour se souvenir des mots de passe. Donc, un mot de passe complexe, ça va être un mot de passe avec des majuscules, des minuscules, des suites qui ne sont pas forcément cohérentes, l'insertion d'un chiffre et l'insertion d'un caractère spécial. Voilà, et il y a des logiciels effectivement qui forcent à changer le mot de passe, mais il faudrait que régulièrement l'administrateur demande aux utilisateurs de changer les mots de passe et que les mots de passe ne soient pas des mots de passe simples qui soient facilement reconnaissables comme le nom de jeune fille, les noms de ses enfants, la date de naissance, etc., etc. Après, il faut protéger les nomades, évidemment. Donc, les nomades qui sont équipés de postes ou de smartphones, par exemple, en mettant en place des interconnexions en VPN SSL qui permettent de sécuriser de bout en bout la connexion entre les périphériques mobiles et les ressources de l'entreprise. Et bien sûr, utiliser ce qu'on appelle un firewall de nouvelle génération, un firewall applicatif, donc un firewall type SonicWall, qui a des firmware à jour et qui utilise des filtrages de manière active. D'accord? Alors, un firewall de nouvelle génération, c'est un firewall SonicWall qui va aller plus loin que les firewalls classiquement connus qu'on utilisait il y a 5-10 ans. Donc, elle va identifier, par exemple, les applications donc, qui sont véhiculent tous sur le port 80. Elle va les catégoriser, d'accord, en fonction des utilisateurs enregistrés dans l'annuaire, en fonction de la politique de sécurité, en fonction de la typologie d'application, et elle va envoyer ces applications-là qui semblent être douteuses sur des référentiels de signature, donc soit qui sont intégrés dans le firewall, d'accord, soit dans le cas effectivement de ransomware, sur ce qu'on appelle un sandboxing, donc capture pour SonicWall, qui va lui valider la réputation, valider le comportement du paquet à analyser et qui va l'envoyer aux équipes de sécurité pour en développer la signature. D'accord. Donc ça c'est la dernière fonctionnalité qui est liée à nos produits, capture. Et une fois qu'elle a fait tout ce travail de catégorisation et de contrôle, elle va pouvoir en fait les renvoyer donc aux utilisateurs suivant des règles de sécurité, donc pour la priorisation notamment. Donc toutes les applications professionnelles vont passer en priorité et les applications non professionnelles qui sont autorisées, elles vont être diffusées mais sur une portion de bande passante moindre, ou bien les bloquer à partir du moment où elles font partie des applications que l'on n'accepte pas, notamment je pense aux applications liées au peer-to-peer, au téléchargement et tout ça. D'accord. Et une fois qu'elle a fait ça, une fois que le firewall a fait ça, le firewall de nouvelle génération va donner une visibilité, c'est-à-dire qu'elle va visualiser soit en temps réel, donc vous allez voir sur le monitoring du firewall ce qui transite au travers du firewall, soit en temps différé, donc émettre des rapports et visualiser des rapports sur un laps de temps sur ce qui a été transmis au travers du firewall de nouvelle génération SonicWall. Donc, sur ce point-là, les bonnes pratiques, c'est d'inspecter systématiquement les flux SSL, donc d'appliquer la fonctionnalité d'API SSL sur l'analyse de l'ensemble des flux, de souscrire à l'option sandboxing,
d'accord, qui permet notamment je vais répondre à ta question un peu plus tard, Eric. Qui va... Pardon. Alors, donc, soit on... Donc, comme je disais, soit ça... donc, on va souscrire au sandboxing qui permet de ce qu'on appelait attaquer de parer aux attaques avancées, les ATP, sur les flux SMTP et les flux web, et faire du filtrage web avec du filtrage URL, où là on va protéger jusqu'à l'utilisateur pour l'empêcher d'aller sur les sites où on sait que, où Sonical sait qu'il y a des malwares qui se promènent. La solution, c'est le filtrage des mails, donc avec Email Security maintenant, donc qui est la solution de protection de la messagerie, on a incorporé également le sandboxing dans la messagerie. D'accord. Donc la messagerie, ça va être protégé par un outil dédié qui s'appelle Email Security, et vous allez avoir soit les appliances, soit des appliances virtuelles, soit les modes hostés. D'accord. Donc ça, c'est des solutions que Sonical propose pour protéger de bout en bout l'utilisateur. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, donc effectivement par rapport aux bonnes pratiques, c'est surtout qu'on va protéger le web et la messagerie avec nos deux outils qui sont les firewalls TZ et MSA et Email Security. D'accord. Et ces outils-là sont à disposition chez ACPS. Voilà, j'en ai fini, j'ai fait un peu plus d'une demi-heure, donc je vais répondre à la question de Eric. On dit toujours qu'une connexion VPN Gateway est plus fiable qu'une connexion VPN nomade. Mais pourquoi? C'est hyper vaste comme question, Eric. Il faut savoir pourquoi. Alors, oui, c'est plus fiable Gateway parce que d'un côté, on va dire, deux entités qui maîtrisent en fait ce qui se passe. D'accord. Puisque celui qui administre la gateway, c'est souvent un spécialiste de la sécurité, alors qu'un nomade, voilà, ça va être n'importe qui va utiliser une connexion. Mais le problème, c'est que des fois, on n'a pas le choix. Vous avez des gens qui se promènent, notamment moi, avec mon smartphone, avec mon ordinateur pour travailler. Moi, il faut que je monte mon tunnel VPN. Et voilà, dans ce cas-là, on utilise un VPN nomade pour accéder aux ressources de l'entreprise. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, Pierre, tu reprends la main. Oui, tout à fait. Donc on va passer à la session de questions-réponses. Effectivement, je t'ai envoyé la question d'Eric. Donc vous avez quelques minutes, là, quelques secondes, on va dire, pour pouvoir rédiger vos questions si vous en avez sur ce sujet, sur la présentation que vient d'effectuer Dao. Donc vous avez les menus questions pour ceux qui ont repéré le petit panneau dans le logiciel de webinar, ou alors l'option chat également. Le sujet du jour me permet de vous donner aussi de faire une transition toute trouvée vers un de nos prochains webinars qui concerne la sécurité des caméras. Donc Mobotix le 12 mai, donc c'est dans 15 jours, nous présentera pourquoi en fait ils prétendent avoir les caméras IP les plus sûres du monde, avec une présentation poussée, on va dire, des différents aspects qui font de la gamme de caméras Mobotix une des solutions IP qui sont plus sécurisées que d'autres confrères. Donc vous découvrirez tout ça le 12 mai pendant un webinar. Et également la semaine prochaine, donc il y a beaucoup de webinars en ce mois de mai. Vous aurez une présentation. Alors là, on parlera de réseau d'infrastructure, donc de nouvelle gamme de solutions X-Stack proposée par D-Link. Donc je vous invite à aller voir sur le site d'ACTN dans la rubrique agenda. Vous aurez tout le programme de nos prochaines sessions. Ensuite, comme l'a dit Dao, n'hésitez pas à sensibiliser vos clients aussi directement sur les risques
liées au ransomware et à toutes les menaces que l'on vient d'évoquer. Les équipes d'ACTN, autant techniques que commerciales, peuvent vous accompagner. On peut pourquoi pas mettre en place avec le support, le soutien de SonicWall, des présentations ou des initiations, voilà, comment détecter des emails frauduleux ou faire des matinées, des demi-journées de sensibilisation au risque informatique. Donc profiter de l'expertise de SonicWall et du support d'ACTN, on peut aller vous accompagner pour mener ce genre d'activité. Donc pour tout ce qui concerne... Ouais, je te laisse préciser. Oui, alors juste un dernier point là, pour conclure. En fait, ce type de présentation, quel est son objectif? L'objectif, c'est que la réalité des choses, c'est que les clients, ils sont complètement, les clients finaux, ils sont complètement à l'ouest. C'est-à-dire que ils pensent que ça leur arrivera pas, que ça les concerne pas, que c'est trop nébuleux pour que. Et la réalité, c'est que c'est pas vrai, parce que d'une part, les pirates, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'importe qui peut devenir pirate. D'accord. Il n'y a plus besoin de savoir développer pour devenir un pirate. Donc, si on paye une formation en ligne, on peut devenir un pirate en utilisant des kits et en diffusant des ransomware de manière aléatoire. Donc, il y a la première chose. Le but de cette formation, c'est de sensibiliser. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient une prise de conscience. Parce que souvent, il y a un décalage entre l'action et la prise de conscience. Et souvent, les clients, quand on regarde l'architecture, ils ont des firewalls qui ne protègent pas du tout, qui ne font pas de DPICS7, qui ne désencryptent pas, il n'y a pas de sandboxing, il n'y a pas de firewall nouvelle génération, ils ne savent pas ce qui se passe sur leur réseau, etc. Parce qu'ils se disent que ça leur touche, que ça les touche pas, et que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que maintenant, vous avez vu le nombre de ransomware a été multiplié par 167. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur le réseau en ce moment. Donc, il y a une sensibilisation. Et les partenaires sont faits pour ça. Et pour que les partenaires puissent sensibiliser leurs clients, il leur faut des vocabulaires, il leur faut des exemples, il leur faut voilà, une prise de conscience qu'ils peuvent aller diffuser auprès de leurs clients. Les clients ont besoin de prendre conscience de la situation. Il y a maintenant des produits chez SonicWall qui sont pas chers, qui sont beaucoup moins chers que ce qu'il y avait à l'époque pour protéger tout ça. Maintenant, pour moins de 1000 balles, vous avez un produit qui va tout protéger, qui va donner la visibilité applicative, qui va pouvoir émettre des rapports, qui va pouvoir désencrypter le SSL, qui va pouvoir stopper les attaques dites comportementales, les analyser et les renvoyer sous 48 heures chez le destinataire. Tout ça, c'est devenu extrêmement bon marché, mais il faut mettre le pied là-dedans parce que, évidemment, ces produits-là demandent de l'expertise. Et cette expertise-là, elle se fait par les partenaires. Et cette expertise va s'acquérir par le fait de répéter le message en permanence, en permanence, en permanence. Les clients savent ce que c'est un ransomware, mais est-ce qu'ils ont vraiment envisagé la portabilité et l'ampleur que prend cette situation-là? C'est-à-dire qu'une entreprise qui perd ses données, elle perd son patrimoine culturel, son patrimoine informationnel, son patrimoine financier, son patrimoine économique, son patrimoine de vie. Et ça, c'est important. C'est important de prendre conscience. Et ça peut être quelque chose de très simple, comme sauvegarder les données sur un disque dur et ce disque dur le déconnecter du réseau. Voilà, c'est le premier step à avoir. Dire aux gens de ne pas cliquer n'importe où quand ils reçoivent un mail. Un mail où il y a marqué free, où il y a un logo, c'est pas forcément un mail de free. Et s'il y a un doute, on va se remettre un expert. Et ça, c'est important. Il faut prendre conscience des choses. Et quand on prend conscience des choses, on a une action proactive pour éviter de se faire pirater et de se retrouver dans des embêtements sans fin. Voilà, donc l'évangélisation, c'est ce que j'appelle l'évangélisation, elle est importante. Et ces formations, là, il faut les faire en permanence, en permanence. Elles peuvent paraître un peu basiques comme ça, parce que voilà, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on retrouve sur Internet finalement. Mais bon, ce qu'il y a sur Internet, finalement, on ne se l'approprie pas parfois. Donc quand on prend un discours qui nous appartient et on va dire, qui est mis de manière linéaire par SonicWall ou par ACTN ou par un partenaire, voilà, on s'approprie et puis on prend conscience des choses. Et quand on prend conscience des choses, il y a l'action qui suit généralement juste après. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour conclure ma présentation. C'est tout à fait précis, Dao, et effectivement, aujourd'hui, le risque, il existe. Il est plus question de savoir si on va être attaqué, mais quand on va être attaqué. Il y a une telle prolifération des périphériques dans les entreprises, une telle porosité aussi entre les terminaux perso et les terminaux pro, avec tout ce qui est l'utilisation des téléphones et puis des outils personnels dans le cadre
de l'entreprise également. Donc aujourd'hui, même un petit artisan, il doit avoir conscience, il a confiance en vous, vous êtes son référent sécurité, et donc vous pouvez simplement en fait véhiculer les bonnes pratiques. Aujourd'hui, c'est très simple à faire et ça nécessite peu d'investissement humain et ça prévient de grands risques, comme l'a dit Dao, économiques et tout un tas d'embêtements. Donc la priorité, c'est vraiment de sensibiliser l'entourage, les personnes à ces dangers et puis de vous rapprocher. Vous avez les ressources à votre disposition pour mettre en place ce type d'animation et puis de formules pour arriver à une sécurité de plus en plus optimale ou en tout cas prévoir de ne pas être trop embêté si vous êtes en phase d'avoir des firewalls, des ransomware, des problèmes qui arrivent sur votre réseau. Et en plus, c'est pas non seulement une question de sécurité, mais aussi de savoir ce qui se passe. Donc c'est vraiment des outils qui vous permettront d'optimiser le réseau, de voir un petit peu ce qui se passe, et puis d'être plus efficace. Donc il y a tout à gagner avec les solutions que l'on propose aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour maintenant, Dao. Donc tout ce qui concerne la partie tarifaire et la partie produit, évidemment, vous avez toutes les informations sur notre site. Je voulais te remercier d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Je t'en prie, je vous en prie. Et puis sachez que vous retrouvez également l'intégralité de la présentation par